Synchro et Pomelo. Tu peux nous parler des résultats, de comment est-ce qu'on en est arrivé là? On a fait x4 en termes d'impression. On est passé de 400 clics à 1200 clics sur ce mois de novembre. Les ads sur Google, mais aussi sur Meta, avaient pris jusqu'à plus 23%. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut toujours le coup d'investir en SEO? Quoi les grandes tendances en 2025? Bienvenue à tous sur le podcast de Pomelo. Pomelo, c'est une agence de stratégie de contenu fondée en 2019. Notre mission, c'est de conseiller, concevoir et créer des contenus qui captent durablement l'attention de nos clients. On est fiers d'accompagner depuis 5 ans maintenant des entreprises comme La Poste, L'Oréal ou GRDF et des startups innovantes comme Payfit, Lydia ou Conto. Ce podcast a pour objectif de s'adresser à vous, experts marketing et communication, afin de prendre un peu de hauteur sur les tendances actuelles et vous donner les outils pour vous permettre de décrypter et de vous inspirer des meilleures pratiques en termes de communication. James, bienvenue dans le podcast. Je suis très heureux de te recevoir. Merci Gal, ravi d'être ici. Donc moi c'est James, cofondateur de l'agence Synchro. Aujourd'hui on a une équipe spécialisée sur la création de sites Webflow et le SEO. On s'appelle Synchro car on synchronise plusieurs expertises qui sont design, développement et marketing digital. On accompagne des startups et des scale-up comme Colibrix ou Cobra, ou encore des agences comme Pomelo Factory et TikTokien. Effectivement, tu n'es pas là par hasard, puisque ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble maintenant. Et j'avais envie qu'on partage en fait à tous les directeurs marketing et directeurs de communication qui vont nous écouter, ton savoir et tes connaissances sur des sujets SEO, sur comment toucher de manière organique des audiences et de manière durable. Et c'est ce qui s'est passé avec Pomelo, puisqu'il y a 2 ans maintenant, on était à quelques clics par mois sur notre site internet. Aujourd'hui, on a 1200 clics. Et enfin, on est positionné sur des mots-clés stratégiques comme Agence Vidéo Paris en numéro 1 ou numéro 2. Donc, ça participe aussi au bon déroulement de Pomelo. Donc, sans plus attendre, est-ce que tu peux nous donner ta définition du SEO? Alors le SEO, c'est le Search Engine Optimization, donc référencement naturel en français. C'est ce qui permet aux sites internet de positionner leur site dans les résultats de recherche. Ça aide vos visiteurs à trouver votre site internet et derrière à faire des demandes de formulaires, des achats, etc. Le SEO, cette année, a légèrement évolué. Nous, on parle de 3 à 4 piliers. La technique, le contenu, troisième, le netlinking, et on vient ajouter la 4e brique qui est l'expérience utilisateur. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est la technique en termes de SEO? Donc la technique, c'est en fait tous les critères techniques qui vont permettre à votre site de charger rapidement, d'avoir une expérience responsive, pas de problème de navigation dans l'architecture, dans la structure de votre site internet. Donc plutôt la partie technique code. La partie contenu, c'est les ingrédients finalement que vous allez apporter à vos utilisateurs. Donc tout ce qui est texte, vidéo, images, etc. Super. Tu parlais du netlinking aussi. À quoi ça correspond le netlinking? Le netlinking, c'est ce qui permet de faire monter l'autorité de votre site. Google attribue un critère d'autorité à votre site internet pour savoir si vous êtes référent sur le sujet que vous abordez. Et enfin, tu finissais par l'UX et le CRO. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur cette partie-là? Donc l'expérience utilisateur et le CRO, c'est ce qui va vous permettre d'amener votre visiteur à effectuer une action et à apprécier également l'expérience qu'il a sur votre site internet. Donc les visuels que vous allez apporter, la navigation, les animations, également les éléments où ils sont positionnés pour vraiment déclencher une action d'une visite. Donc si je comprends bien et si je récapitule, l'objectif de la technique, du contenu, du netlinking et du CRO, c'est d'augmenter les temps passés sur les pages de notre site internet et donc d'avoir plus d'autorité et un meilleur référencement et à ce moment-là d'être plus visible sur les pages de Google, c'est ça? Exactement. Ok, super. Alors aujourd'hui, il y a plein de manières de communiquer, des ads, de l'influence, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut toujours le coup d'investir en SEO en 2024? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, pour donner quelques chiffres à l'audience, il y a plus de 53% du trafic qui vient de l'organique. Donc c'est encore en majorité de la recherche organique. C'est encore un pilier qui est fondamental pour générer du trafic sur votre site. En préparant le podcast, on a discuté aussi du fait que les ads, en fait, augmentent en termes de tarifs chaque année. Et donc, comparativement à 2023, les ads sur Google, mais aussi sur Meta, avaient pris entre plus 6, 10 et jusqu'à plus 23%. Exactement. En fait, il y a une augmentation du coût par clic en ads de plus de 24%. Donc on voit qu'il y a une véritable augmentation du coût par clic. Et pour pallier à ça, il faut également faire de l'organique pour justement ne pas faire enflammer son budget publicitaire. Le prix moyen des publicités Meta Ads a augmenté également de 6%. Donc encore une augmentation de coût en fait pour les responsables marketing qui nous écoutent. Super intéressant. Donc si je comprends et si je récapitule,
Une ads, si tu as une stratégie d'ads, demain tu éteins cette stratégie, il n'y a plus aucune personne qui va venir via ces ads-là. Le SEO, c'est une stratégie qui est durable, c'est-à-dire que si demain on met en pause la stratégie SEO, l'écriture d'articles, etc., il y a toujours des personnes qui viendront consulter notre site internet, consulter nos anciens articles, etc. Exactement. Le SEO met beaucoup plus de temps à s'éteindre. On investit plus sur du long terme. Ça met combien de temps à s'atteindre du SEO? Imaginons que demain on arrête complètement la stratégie SEO. Les concurrents vont en profiter et vont voilà, venir grappiller leur position. Mais le temps qu'ils le fassent, ça peut être quelques mois, quelques années même pour des sites très avancés, ou quelques semaines si on vient de démarrer. Donc tout dépend du marché, de la concurrence. Il n'y a pas vraiment de réponse parfaite, mais en tout cas, ça met beaucoup plus de temps que les ads. Pour conclure, les ads attirent des prospects rapidement, tandis que le SEO, c'est ça, va fidéliser les audiences et va attirer des prospects ou des audiences de manière durable en réduisant évidemment les coûts liés à la publicité sur la durée. Nous, on conseille en fait aux personnes qui ont du budget en marketing et qui ont des équipes de coupler les deux. Ça permet de se faire connaître sur du résultat à court terme et également de penser long terme avec la vision de l'organique. Les deux sont complémentaires. On voit souvent chez nos clients des visiteurs qui viennent sur les ads, qui ressortent du site internet, qui retrouvent dans les résultats organiques le nom de la marque et qui finalement reviennent sur le site pour convertir. Effectivement, si tu as une ads qui vient et qui te touche et qu'après, 2 semaines après, tu veux retourner de manière organique sur ce site internet, mais que le site n'a aucune autorité et n'est pas du tout référencé sur Google, à ce moment-là, tu iras chez un concurrent potentiellement. Complètement, complètement. Il faut également penser au multicanal et le fait de faire connaître sa marque via de l'ADS ou via de l'organique, c'est vraiment complémentaire. Combien de temps ça prend de voir des premiers résultats en SEO? Généralement, nous, on conseille à nos clients de partir sur une roadmap de 3 à 6 mois pour démarrer, voire 1 an quand ils sont vraiment impliqués et qui veulent mettre de l'intensité sur ce canal. Après, pour une marque qui a déjà fait du SEO, avec des quick wins et des actions assez rapides, au bout d'1 mois, on peut déjà voir des différences sur la génération de formulaires. Souvent, quand on parle avec des agences de communication, de marketing, on aime bien savoir le top 5 des outils de leur domaine. Est-ce qu'il y a des outils que tu conseilles et qui sont des incontournables en termes de SEO? Ouais, mes confrères SEO seront d'accord avec moi. SEMrush, en fait, c'est vraiment aujourd'hui un outil incontournable pour analyser le volume de vos concurrents, votre volume, vos mots-clés positionnés, etc. Donc vraiment faire un benchmark, trouver des opportunités de mots-clés. Nous, on conseille également Ubersuggest, qui est une solution qui est moins chère, qui fait pratiquement la même chose. On a Ahref pour toute la partie netlinking, analyse de votre citation flow, de votre trust flow. Donc ça, c'est des indicateurs sur les backlinks, donc les liens qui pointent vers votre site internet. On a également la Google Search Console, qui est l'outil de Google pour analyser vos positions, votre trafic mensuel, faire les comparaisons, etc. entre les différents mois. On a également Screaming Frog, qui est l'outil pour de l'audit technique, pour détecter les problèmes et les opportunités sur votre SEO technique. Et on a Answer the Public, qui permet de regarder les recherches des utilisateurs, donc voir en fait les questions fréquemment posées et se donner de nouvelles idées de contenu. Ok, top. On a parlé du netlinking tout à l'heure et là tu parles des backlinks. C'est quoi la différence entre le netlinking et le backlinks? Le netlinking, alors c'est la composante lien, donc ça peut être les backlinks, le maillage interne, les blogs qui redirigent vers vos pages transactionnelles, etc. Les backlinks, donc c'est en fait une partie du netlinking finalement. Et Ahref te permet d'avoir vraiment une visibilité complète sur l'ensemble de ces encres et de ces liens. Ok, donc le backlink, c'est quand un autre site va citer ton site internet. Donc par exemple, si je suis sur J'ai un pote dans la com, je vais avoir J'ai un pote dans la com qui va citer Pomelo Factory, c'est ce qu'on appelle un backlink. Exactement. Et après, il y a différents types de backlinks. On a des backlinks en dofollow, en nofollow qui transmettent ou non le jus SEO d'un site internet à un autre. Et on a des liens de pauvre qualité, enfin de faible qualité ou de très bonne qualité quand c'est des médias référents comme J'ai un pote dans la com. Avoir un backlink de ce média, c'est une bonne chose pour un site qui est axé sur de la communication, sur de la vidéo, sur de la stratégie de contenu, etc. Ok, super intéressant. Donc c'est-à-dire que si on veut que notre site soit bien référencé, le top c'est d'avoir des backlinks de sites provenant de sites qui ont une bonne autorité, c'est ça, Exactement. avec du dofollow où ils vont nous envoyer le jus SEO vers notre site internet. Exactement. Et après, il faut respecter
également des critères de pourcentage pour pas que Google voit que c'est de l'achat de liens en masse. Donc il y a quand même voilà, des subtilités à mettre sur le sujet du backlink, enfin du netlinking en entier. Mais c'est très intéressant, c'est une bonne partie du SEO. Ok, et c'est pour ça qu'une agence comme Synchro est là, parce qu'on ne peut pas tout savoir sur tout, donc c'est important de se fier à vous. Donc ça, c'était sur toute la partie SEO aujourd'hui. Est-ce que ça vaut le coup effectivement de se lancer en SEO? Quels sont les bons outils à utiliser en SEO? Aujourd'hui, je pense que le SEO est en train de vivre des vrais défis, notamment à cause de l'IA. Moi, j'avais envie de savoir et de te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, l'IA pour le domaine du SEO de manière générale tel qu'on le connaît, est-ce que c'est une menace ou une opportunité? Je pense que chaque bouleversement engendre des menaces et des opportunités pour les marques qui vont en profiter. Aujourd'hui, je considère que c'est plus une opportunité pour mes clients d'utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger davantage de contenu et de passer du temps sur la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter dans leurs articles. Donc, amener du contenu avec de l'infographie, des vidéos, faire appel à des agences comme Pomelo pour venir améliorer en fait sa stratégie de contenu pour finalement que l'utilisateur, quand il arrive sur le site internet, ok, il découvre un contenu qui va lui être donné. C'est pas que de l'intelligence artificielle, il y a également de la valeur qui est apportée par un humain qui a une expertise, une expérience, etc. Moi, je pense que c'est une opportunité aujourd'hui et qu'il faut l'utiliser. Ok, je pense qu'il y a deux sujets sur la partie IA. Premièrement, il y a le fait que l'IA va nous permettre de créer plus de contenu. Il faut faire attention à ne pas saturer effectivement le contenu de nos sites internet avec du contenu qui soit générique et qui n'apporte pas de valeur, d'accord? Mais après, il y a un deuxième sujet qui est un sujet important pour moi, c'est le fait que j'ai entendu que Google allait potentiellement perdre dans les prochaines années 30% de son trafic au profit d'outils comme ChatGPT. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand on utilise ChatGPT, presque on n'a même plus envie de se connecter à Google. On fait notre recherche sur ChatGPT, ChatGPT nous donne une réponse et donc finalement on bypass Google. Comment est-ce que toi tu vois ces conséquences finalement sur Google en tant que moteur de recherche et sur le SEO plus largement? Est-ce que je vais toujours avoir moi du trafic qui va venir sur mon site internet via Google? Alors Google voit ça un peu comme une menace aujourd'hui, c'est pour ça qu'il développe sa propre intelligence artificielle avec Bard et qui fait évoluer en fait sa SERP de Google avec des réponses qui sont de plus en plus rapides et données à l'utilisateur. Après, je considère qu'il faut continuer à faire du SEO dans les prochaines années parce que ChatGPT va se fournir dans la base de données de Google et des sites internet. Donc on voit des clients qui ont des formulaires qui sont générés via du trafic aujourd'hui de ChatGPT. Donc c'est important de continuer à faire du trafic organique via du SEO. C'est excellent ce que tu dis parce qu'effectivement, moi j'ai un client potentiel qui m'a appelé il y a un mois et qui m'a dit j'ai trouvé Pomelo Factory via ChatGPT. Ça, c'est excellent. Et de plus en plus de clients en fait, me partagent justement la même expérience. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une manière de faire du SEO directement sur ChatGPT ou est-ce qu'on n'a pas la possibilité d'optimiser finalement notre référencement sur ChatGPT? Alors, on n'a pas de méthode aujourd'hui pour faire en sorte que ChatGPT privilégie notre SEO à celui du concurrent s'il est également très bon. Par contre, ce qui est sûr, c'est que plus on arrive en tête de liste sur les résultats de Google, et plus il y a une corrélation dans les résultats de ChatGPT. Quand on sélectionne le top des agences à Paris sur les agences vidéo, je mets pas ma main à couper, mais je pense qu'il y a de grandes chances que Pomelo arrive dans les résultats de recherche de ChatGPT. On parle de Google essentiellement, on ne parle pas de Binge, on ne parle pas d'autres de moteurs de recherche. Est-ce que quand on fait du référencement sur Google, est-ce que ça va venir créer du référencement sur les autres moteurs de recherche aussi? Ouais, c'est une excellente question qui est souvent posée par des prospects ou des clients. Quand on vient faire du référencement naturel, on pense à Google majoritairement parce qu'aujourd'hui, c'est encore 91% des recherches en janvier 2024. Donc, on voit que c'est vraiment un monopole encore aujourd'hui sur les moteurs de recherche. Et les autres, en fait, sont des copies avec leur différenciation, leur spécialisation, mais un SEO qui est relativement semblable. Ok, donc si je fais un travail SEO sur Google, le travail il sera automatiquement fait par répercussion sur les autres moteurs de recherche. Oui, en grande partie.
Donc on vient de parler de l'IA qui pouvait avoir une menace sur le moteur de recherche Google, mais on a aussi une autre évolution à cause de l'IA, ou via l'IA, c'est la possibilité d'écrire 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus de contenu, et donc d'articles qu'on avait la possibilité d'écrire avant. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Est-ce qu'on doit faire de la quantité ou alors est-ce qu'on doit faire de la qualité? Alors, je pense que la quantité amène vers la qualité. Donc, au début, le but, c'est quand même de rédiger un maximum d'articles en respectant une stratégie qu'on s'est fixée au démarrage. Par contre, il faut privilégier la qualité. Aujourd'hui, on reconnaît le contenu de ChatGPT. Donc, il faut vraiment apporter voilà, de l'expertise humaine par-dessus ce contenu qui est généré. Nous, dans notre process SEO, ça permet de gagner en fait du temps, mais l'IA ne vient pas remplacer l'humain. Et ça, il faut bien le comprendre. Il faut quand même donner son ADN de marque, ajouter voilà, sa ligne éditoriale, ajouter du fun, ajouter des infographies, des images, des vidéos pour amener de la vraie qualité d'article et ranker sur Google. Effectivement, on en parlait en préparant le podcast. Au tout début, au moment où ChatGPT a commencé à sortir du bois, entre guillemets, à se faire vraiment connaître, Google faisait très attention à ce qu'il n'y ait aucun article généré par ChatGPT qui puisse être référencé et qui puisse améliorer le référencement SEO d'une entreprise. Aujourd'hui, ça a changé. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Pour moi, ça a changé parce que l'intelligence artificielle s'est améliorée également. Avec le modèle 4.0, on arrive à des résultats qui sont très bons. En termes de définition, si demain on demande une définition du référencement naturel à ChatGPT, il va pouvoir vous donner une définition qui sera encore meilleure que celle que je vais vous donner, parce qu'il va venir en fait répertorier sur la base de données de Google les meilleurs résultats. Il faut s'en servir et je pense que Google s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas combattre en fait ce bouleversement et qu'il valait mieux surfer la vague. On voit l'IA comme quelque chose d'assez incertain, c'est-à-dire on ne sait pas exactement où va être le SEO dans quelques années sur Google, sur ChatGPT, sur d'autres agents peut-être IA, etc. Mais qu'aujourd'hui, il faut vraiment le voir comme une opportunité, c'est ça, pour créer plus d'articles plus pertinents en ajoutant toujours une touche humaine, c'est ça, et en se disant que créer des articles via ChatGPT sur Google aujourd'hui n'est pas déréférencé. Donc c'est une opportunité de plus de faire son SEO Via l'intelligence artificielle, via complètement. l'intelligence artificielle. Alors maintenant, on va revenir un peu dans du pratique. Et l'idée, c'était de parler de cas pratiques. Et quoi de mieux de parler de cas pratiques que de parler de celui qu'on connaît le mieux, donc celui de Synchro et Pomelo. Est-ce que tu peux nous parler des résultats, de comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bah, en termes de résultats, si on compare par rapport au mois de novembre de l'année dernière, on a fait x4 en termes d'impression, x3 en termes de clics, on est passé de 400 clics à 1200 clics sur ce mois de novembre, x3 en termes de génération de demandes de formulaires aussi, qui arrivent in fine à des rendez-vous et des devis et du chiffre d'affaires en plus pour Pomelo. Donc ça, c'est vraiment top et c'était l'objectif de notre mission ensemble. Le SEO, ça a été un vrai choix de choisir du SEO. On peut choisir de l'ADS. L'ADS, c'est quelque chose qui est éphémère. C'est quelque chose dans lequel on peut investir, couper assez rapidement si on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Le SEO, c'est un choix, j'ai envie de dire, durable, où on se projette dans le temps et où on se dit que l'objectif, c'est vraiment d'améliorer notre position d'expert par rapport à notre audience et de faire en sorte que notre audience passe le maximum de temps sur notre site internet. Donc c'est vrai qu'on a eu plein de chantiers en cours ces 2 dernières années et que là, par exemple, le dernier chantier sur lequel on est en train de travailler ensemble, c'est la refonte complète de notre site internet qui va sortir, j'espère, début 2025. Bientôt, bientôt. Et l'objectif, ça va être de voir en fait une augmentation significative du temps passé des personnes sur notre site internet parce ils pourront se balader dessus plus simplement, ou même d'avoir une augmentation en fait du taux de conversion parce que on aura créé un site internet un peu plus transactionnel que ce qu'il n'était avant. C'est complètement ça. Maintenant qu'on a du trafic, qu'on a de la qualité dans les articles qui sont produits, on vient améliorer l'expérience globale du site internet et on vient travailler la conversion avec le CRO pour amener encore plus de devis, de demandes de devis. Et on peut le faire de plusieurs manières. Soit on peut travailler dans un premier temps le site internet et l'expérience, puis travailler le contenu. Nous, on a décidé de le faire dans l'autre sens parce qu'on avait quand même des bases qui étaient relativement solides. Là, on vient perfectionner avec la refonte du site toute l'expérience qu'on amène à nos visiteurs. Génial. Est-ce qu'il y a une recette secrète ou pas pour réussir ou pour faire ce que tu as fait avec Pomelo Factory? Bah, la recette secrète, c'est le travail. Il faut vraiment comprendre que c'est des résultats qu'on va avoir sur du long terme, qu'il faut venir investir avec de l'huile de coude
et des compétences et de l'expertise sur le sujet. Il n'y a pas de recette magique. J'aurais adoré te dire, t'appuies sur tel bouton et puis ça va marcher, ou tu modifies tel article et puis tu vas faire plus 1000 visiteurs. Non, c'est vraiment du travail. En tout cas, c'est un beau travail qui a été réalisé, une belle collaboration et j'espère qu'elle continuera encore longtemps. Aujourd'hui, on est à la fin d'année 2024. Au moment où la vidéo sortira, le podcast sortira, on sera peut-être en 2025. C'est quoi les grandes tendances en SEO en 2025? Qu'est-ce qu'il faut qu'on scrute? Sur les tendances en fait qui ont été amenées en 2024, on a pu voir l'optimisation pour Google SGE, qui est le Search Generative Experience. En fait, Google pousse des réponses de plus en plus rapidement aux utilisateurs, avant même d'arriver sur le site internet. En fait, on n'aura plus besoin même d'arriver sur un site avant d'avoir une réponse, et c'est déjà le cas. Donc nous, on a remarqué que sur les articles de blog et également les pages transactionnelles, les FAQ fonctionnaient très bien. Une question rapide avec une réponse rapide nous permet souvent d'arriver en tête de liste sur Google, qui permet de driver du trafic et en même temps d'apporter une réponse rapide à l'utilisateur. La deuxième tendance qu'on a vue cette année, c'est le contenu généré par intelligence artificielle qui a vraiment explosé. Donc ça, il faut venir l'adopter, il faut trouver les bonnes prompts SEO pour améliorer son contenu. Il faut prendre le forfait ChatGPT Premium pour avoir donc accès aux dernières versions de ChatGPT. En anglais, ils appellent ça un no-brainer. En fait, il ne faut même pas réfléchir. C'est-à-dire que pour 20 euros par mois, on peut s'économiser plusieurs heures de travail en termes de SEO, mais sur plein d'autres tâches. Donc, c'est vrai qu'il y a un truc que je retiens ou un truc que j'ai retenu. Il faut vraiment voilà, prendre ce forfait, essayer d'adopter ChatGPT et de l'utiliser au maximum. Et même de se faire accompagner, de se faire former sur des outils IA. Aujourd'hui, c'est très intéressant. Il faut aller voir des experts sur le sujet euh, parce que, en fait, avec certaines prompts, on arrive à avoir des résultats beaucoup plus qualitatifs que si on demandait une phrase toute simple. Donc, il faut vraiment se former à l'IA. Et en point numéro 3. En point numéro 3, on a l'amélioration de la vitesse des sites internet. Google est de plus en plus exigeant et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Donc les Core Web Vitals de Google, qui sont les règles à respecter en fait pour les sites internet, se complexifient de plus en plus. On arrive à avoir de l'animation plus poussée sur les sites internet, des expériences plus immersives. Il faut surtout pas que ça vienne entacher les performances du site internet, parce que le but c'est quand même d'apporter une réponse rapide à l'utilisateur. Il ne faut pas l'oublier. Il faut de l'effet wow pour que le visiteur se souvienne de notre marque, mais il faut également penser performance. Et le point 4, donc l'optimisation des vidéos YouTube et Google. Donc en fait, Google vient de plus en plus pousser les vidéos en tête de liste avant même les résultats sponsorisés. Donc c'est important de venir optimiser le SEO dans la diffusion des vidéos. Super, bah, c'est trop cool que tu en parles. C'est une très bonne transition vers la dernière partie qui est le SEO et le référencement vidéo. YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche après Google, avec en France 50 millions d'utilisateurs par mois qui regardent des contenus sur YouTube pour environ 48 minutes par jour. On est d'accord que YouTube, ce n'est pas exactement comme le SEO, c'est-à-dire qu'on a bien le site internet d'un côté et YouTube de l'autre. Oui, c'est deux canaux qui sont différents, qui sont complémentaires parce qu'on vient améliorer son image de marque, sa visibilité. Et donc on voit souvent qu'il y a une corrélation entre le personal branding, l'image de marque, la connaissance en fait de la marque. Si on a une chaîne YouTube développée, on a souvent de bons résultats aussi en SEO. Quand on a beaucoup de trafic qui vient de YouTube, Google le voit aussi et voit qu'on est voilà, une source référente sur le sujet. Donc les deux sont complémentaires, mais ce sont deux canaux complètement différents. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on va créer sa chaîne YouTube, quand on va créer du contenu sur sa chaîne YouTube, il va adresser des problématiques auxquelles on va apporter des solutions. Donc par exemple, comment réparer sa chaise, comment réparer sa voiture, comment faire dormir son bébé, voilà, comment se relaxer, etc. Donc à chaque fois qu'on va venir sur YouTube, on va venir avec vraiment une intentionnalité de résoudre un problème que l'on a au plus profond de nous. Donc finalement, on va venir chercher un expert. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, les vidéos, quand on va taper réparer sa machine à laver, les vidéos vont parfois apparaître au tout début du moteur de recherche Google, même avant les contenus sponsorisés, même avant les contenus optimisés en SEO. Complètement, c'est totalement ça. En fait, on a des résultats YouTube qui arrivent en tête de liste. Et quand on vient rechercher de l'information sur du montage de meubles ou les sujets que tu as cités avant, c'est important de transmettre le message via de la vidéo et non un article de blog
Quand on veut monter un meuble, on préfère toujours voir une vidéo plutôt que de lire du texte. Les deux sont complémentaires et il faut penser également à optimiser la diffusion de ces vidéos YouTube avec le titre, la métadescription, également la miniature. Toutes ces règles sont importantes pour venir référencer également sa vidéo. Quand on va faire une recherche sur Google et qu'on tombe sur une vidéo, finalement, on a encore plus la possibilité d'être séduit par le contenu sur lequel on va cliquer, parce qu'effectivement, il y a une vignette qu'il n'y a pas quand on tombe en fait sur n'importe quelle recherche textuelle sur Google. On va avoir le titre, on va avoir le sous-titre, on a potentiellement les chapitres aussi à l'intérieur de la vidéo. Et aujourd'hui, Google propose même les extraits à l'intérieur d'une vidéo qui vont répondre au mieux à la question posée directement sur Google. Donc, comment réparer sa chaise? On va taper ça sur Google et on va tomber sur la vidéo complète qui va pouvoir durer 15 minutes avec Google qui va nous proposer le meilleur extrait qui répond à la question qu'on a posée. Exactement, son but, c'est de garder ses utilisateurs sur sa plateforme. YouTube est présent sur Google, donc il vient également pousser les résultats de recherche de YouTube. Donc si on conclut sur cette partie-là, finalement, YouTube et le SEO sur son site internet, c'est quand même quelque chose d'assez différent, mais qui en fait communique. C'est-à-dire que YouTube va apporter ses audiences sur notre site internet et notre site internet va pouvoir apporter ses audiences et son autorité sur notre chaîne YouTube. Mais le fait effectivement que YouTube soit extrêmement visuel et avec la possibilité de le référencer comme on référence en SEO, ça fait partie finalement du succès d'un site internet et du succès de son référencement. Complètement. Il faut améliorer voilà, sa notoriété, sa visibilité, sa crédibilité aussi. Il faut habituer en fait les visiteurs à voir son visage, sa marque, etc. Et les réseaux sociaux, dont YouTube, permettent également de faire monter le référencement naturel. On voit des clients qui démarrent, qui n'avaient pas de site internet, mais qui avaient des réseaux sociaux très avancés, avec énormément d'abonnés et beaucoup de visibilité. Leur stratégie SEO prend beaucoup plus rapidement. Oui, donc on regardait l'exemple de Castorama, qui a 195 000 abonnés sur son site. Si on va sur la vidéo la plus populaire, elle a été postée il y a 5 ou 6 ans. C'est comment poser un parquet flottant. Donc c'est bête, mais on voit qu'il y a 1,8 million de vues sur cette vidéo et que le dernier commentaire remonte à il y a un mois. Donc finalement, on se rend compte qu'à l'image du SEO, avoir une stratégie YouTube, créer du contenu qui soit du contenu evergreen, qui puisse être regardé de manière intemporelle, c'est quelque chose qui va évidemment améliorer la notoriété de la marque. Donc finalement, on a beaucoup parlé sur le SEO, sur les opportunités, sur les menaces. Comment est-ce que toi tu vois aujourd'hui le SEO, si on devait conclure? Est-ce que Google est en danger? Est-ce que le SEO va exister encore dans 5 ans? Google est là depuis de nombreuses années. On voit que le SEO évolue, mais ne change pas drastiquement au fil des ans. Là, il y a un vrai bouleversement qui se passe avec l'intelligence artificielle, le développement des réseaux sociaux qui est exponentiel également. Je pense que les marques vont de plus en plus adopter ces nouveaux canaux pour générer des prospects, développer leur marketing digital et venir aider les équipes commerciales. Et c'est exactement le but qu'on veut faire avec Synchro. James, merci pour cet échange, c'est très intéressant. Voilà, on espère que les directeurs marketing et de communication qui le verront trouveront cet échange aussi intéressant que ce que j'ai pu en tirer. Merci beaucoup de m'avoir invité, Igal, pour cet échange. Et j'espère qu'on a apporté plein de réponses pour ces directeurs marketing et communication qui nous écoutent. Et donc on se dit à bientôt. À bientôt, Igal. Merci beaucoup. Merci James.